n'entend que des bonnes. Je suis très contente de vous retrouver ici à Miami, de retrouver des très bonnes amies. Et on va se retrouver pour un cours sur le self-esteem, booster son self-esteem. Alors, il y en a qui ont de la confiance en elles, naturellement. Il y en a qui ont moins de la confiance en elles. Et il y en a qui croient que quand on a de la confiance en nous et quand, en fait, on a conscience de nos qualités, c'est de l'orgueil. Alors, vous allez voir, on va complètement casser ce préjugé, puisqu'en fait, on va voir que justement, le self-esteem, c'est un signe d'humilité. Vous êtes d'accord? Ah oui. Oui. On va trouver ça, en fait, dans la paracha de la semaine. On est paracha de Vaïkra, la paracha, du coup, de la Bamidja de mon petit-neveu. J'espère qu'il va bien lire jeudi. Bezrat Hashem. Et en fait, la paracha s'ouvre avec l'inauguration du Mishkan, du tabernacle. Et tous les Bnei Israël se trouvent à l'extérieur du Mishkan et Moshe, qui est le leader du peuple juif, se trouve également avec eux. Et Moshe n'ose pas rentrer. Il n'ose pas rentrer. Il a l'impression que peut-être que maintenant qu'il y a un Mishkan, la réalité pour les Bnei Israël n'est plus la même. Elle a changé. Et donc, peut-être qu'il n'est plus à même de l'idée le peuple juif. Et donc, il reste à l'extérieur jusqu'à ce que Vaïkra el Moshe, Dieu appelle Moshe, il lui dit de rentrer. Et à ce moment-là, en fait, Moshe va rentrer et Dieu va lui enseigner les secrets des corbanotes. C'est quoi les corbanotes? Ce sont les sacrifices, les offrandes que les Bnei Israël vont faire dans le Mishkan. C'est quoi pour nous, en 2022, les corbanotes? Puisque quand on lit cette Torah, on se dit, il n'y a plus de Mishkan. Quoi? Il n'y a plus de korban. C'est quoi korban? Bien, korban, en fait, on amenait soit des offrandes minérales, soit un animal, et on le sacrifiait sur l'autel. On allait le brûler. Alors, c'est quoi pour nous en 2022 cette histoire de korban? Eh bien, en fait, korban, à notre échelle, c'est à chaque fois qu'on brûle l'animal qui est en nous. La partie animale qui est en nous. Pour exprimer quoi? Le divin qui est en nous. À chaque fois que je ravale mon ego, à chaque fois que je me retiens de crier sur ma belle-mère, à chaque fois que je me retiens de crier sur ma belle-sœur, à chaque fois que je sais pas, j'ai un enfant qui vient et qui me renverse son jus d'orange sur ma robe blanche que j'ai achetée hier et que je ne m'énerve pas, je garde mon calme et je dis, mon chéri, ça peut arriver à tout le monde. C'est mon korban, version 2022. On a plein de korban en fait. On en amène plein à Hachem de façon quotidienne sans même s'en rendre compte. Alors regardez, le mot korban, il va nous exprimer en fait ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous dans ce monde. Korban, c'est kouf, resh et vet. Ce qui veut dire quoi? Karov, proche, ou ce qui veut aussi dire krav. C'est quoi krav? C'est la bagarre. C'est tous mes combats de la vie. Toutes les fois où je me retiens d'eux et que j'y arrive, ou que j'y arrive pas forcément. C'est toutes les fois où il y a un enjeu et j'arrive à laisser la place à l'autre. C'est toutes les fois où moi, j'ai plus envie de parler quand je suis en dialogue avec une amie, mais c'est moi qui vais écouter. C'est toutes les fois où je ravale ma fierté. Ça, c'est quoi? C'est tous les combats de la vie. Et regardez qu'est-ce que ça donne comme mot à la fin, ça donne karev. C'est quoi karev? Karov, proche. À chaque fois que je remporte un combat, je suis un peu plus proche de moi. Et c'est pour ça aussi que c'est korban, parce que c'est krav, c'est karov, et à la fin, c'est un noun. Le noun, c'est la lettre la plus longue de tout l'alphabet. C'est un noun sophite, c'est une longue ligne droite comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me permet de faire mes korban, une distance très très longue entre moi et Akadosh Baruch Hu, entre moi et quelqu'un qui pourrait être éloigné de moi, et entre moi et moi-même, entre la partie de moi animale et la partie de moi divine, qui sont, selon nos sages, aussi loin que la terre et le ciel.
Et à chaque fois que je réussis mes petits corbanes, mes petits crabes, mes petits combats, alors je rapproche ma partie divine de moi-même. Je deviens plus proche de moi-même. Alors, j'aimerais déjà mettre un peu en lumière la notion de kavod. Kavod atzmi, ce qu'on appelle en hébreu kavod atzmi, en anglais, c'est le self-esteem, l'estime de soi. Il y a des gens qui croient que, eh bien, le judaïsme nous pousse à nous sentir petites, à nous sentir moins bien que ce qu'on est, à ignorer nos qualités. Pas du tout. C'est un très mauvais préjugé. Le judaïsme te demande, exige de toi de connaître tes qualités. Et avant tout, en tant que maman, on doit absolument donner du kavod à nos enfants. Jamais une mère doit se dire « Ah non, mais alors lui, je vais lui apprendre l'humilité. » Le monde entier va lui apprendre l'humilité. T'inquiète pas, eux, ils vont s'en charger. Au boulot, à l'école, dans toutes ces situations de vie, tout contexte de vie va lui apprendre à trouver sa place. Mais s'il n'a pas une mère pour lui donner du kavod, mais qui va lui en donner? Et en vérité, plus on donne du kavod à nos enfants, plus ils vont réussir à être humbles, à trouver leur place. Moins on va leur en donner, plus ils vont vouloir en chercher ailleurs. Et c'est là qu'on va en faire des gens qui vont vouloir absolument se mettre en avant. Donc, la neshama, nous disent nos sages, elle s'appelle kavod parce qu'elle a besoin de kavod. Elle a besoin de respect. Elle a besoin de self-esteem. On a besoin d'avoir une place, d'être écouté, d'être valorisé, d'être aimé, d'être parfois admiré. Alors, je ne sais pas comment c'est aux États-Unis. En Israël, les ganénettes, alors comment on dit ganénettes, puéricultrices, c'est les pros du kavod des enfants. Les enfants, ils arrivent. Il a des nouvelles chaussures. Et là, toutes les ganénettes arrivent. Il a des nouvelles chaussures. Mais c'est incroyable. Et l'enfant, il est fier, il est bien. Et, comment on dit en anglais? You made my day. Tu m'as fait ma journée. L'enfant, il est bien toute la journée. Et ce jour-là, vous allez voir qu'il va ni frapper, ni embêter. Il va même laisser sa place. Il va même prêter son jouet. Parce que la neshama, elle est nourrie. Tout comme le corps a besoin de nourriture matérielle, la neshama a besoin de nourriture spirituelle. Et le béaba, la nourriture spirituelle de la neshama, c'est le kavod. Donc, on a absolument besoin de kavod. Une fois, il y a un homme qui a été voir le Rav Shach et qui lui a dit « J'en ai marre, je suis nul ». Le Rav Shach, il le regarde comme ça en souriant. « Ah oui, raconte-moi. Je suis nul, je ne comprends rien à la Torah, je ne comprends rien au Nevi'im, je ne comprends rien au Ktuvim, je ne comprends rien à la Torah orale, je ne comprends absolument rien, je suis nul, de chez nul, 0 pointé. » Et le Rav Shach lui dit « Alors, c'est peut-être pas toi qui as un problème, c'est peut-être la Torah qui a un problème. » Alors, il lui dit « Chas v'shalom » Alors, il dit « Regarde, toi, tu n'oses pas insulter la Torah. Et quand tu t'insultes toi, tu insultes Hachem. Parce que c'est lui qui t'a créé. Tu n'oses pas insulter Hachem. Donc, tu ne peux pas t'insulter toi-même. Tu vas devoir trouver des domaines de prédilection, évidemment. Mais jamais, absolument jamais, te dire que tu es un nul. Jamais. D'accord? Puisqu'en fait, l'homme est le couronnement de la création. Et la Neshama, elle s'appelle Kavod. Et ça, on a besoin de l'exprimer et d'en avoir conscience. D'accord? C'est pour ça que dans Pirkei Avot, on nous dit quoi? On nous dit Al tiye racha be'enei atzmecha. Ne sois jamais mauvais à tes propres yeux. Jamais. Jamais. Il dit le Rambam, si jamais tu viendrais à te sentir à tes propres yeux mauvaise, ne serait-ce qu'une seule heure, fais très attention. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se sent déficient, alors il ne va reculer devant aucun acte négatif. C'est l'ouverture vers la dégringolade. Si toi, tu n'as pas un bon self-esteem, alors à ce moment-là, fais très attention, tu n'as plus de barrière de protection. Regardez, quand je sens que mon habit est beau, j'ai une belle robe, j'ai un beau chemisier, j'ai une tache dessus, oh mince, oh je supporte pas, j'ai envie tout de suite de l'enlever cette tache. C'est pareil avec moi-même. Quand moi je me sens bien et que j'ai fait quelque chose qui n'est pas à ma hauteur, j'ai tout de suite envie de quoi? De rectifier.
tout de suite envie de réparer. Mais si je me sens comme mon tablier de cuisine, genre plein de tâches, avec de la sauce tomate à droite, avec de la pâte de la challah à gauche, et que j'ai une tâche dessus, encore une de plus, je me dis quoi? Une de plus, une de moins, qu'est-ce que je m'en fiche? C'est pareil avec moi-même. Si moi, je me sens nulle, je me sens défaillante, alors à ce moment-là, je me dis, bon, écoute, je suis passée au supermarché sans déclarer ce truc. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas à ça près. Mais non, si toi, tu te sens quelqu'un de bien, de digne, si toi, tu te sens quelqu'un de respectable, si toi, tu te sens quelqu'un d'honnête, tu ne peux pas supporter ça. Tu retournes vite, vite. Je vais réparer ce que j'ai fait. Vous avez compris? Le self-esteem, c'est la barrière de protection d'une personne. Et on n'a pas le droit de s'en défaire ne serait-ce qu'une seconde. C'est comme si tu vas à la nage, pardon, tu vas dans la mer, tu ne sais pas nager, et tu as ta bouée de secours. Garde-la. C'est pareil pour la Neshama. C'est le self-esteem. Je n'ai pas le droit de m'en défaire. Je ne dois jamais être mauvaise ou déficiente à mes yeux. Je suis sûre que vous posez la question, du coup, alors, est-ce que ça veut dire que je vais occulter mes mauvais côtés? Est-ce que du coup, je vais être dans le déni? Est-ce que du coup, ça veut dire que je dois me croire parfaite? Pas du tout. Absolument pas. Et de nouveau, la paracha, elle vient et elle nous répond à la question. Elle nous dit quoi? Elle nous dit quelque chose de très bizarre. Elle nous dit, tu sais, imagine que quelqu'un prend un bœuf chez son voisin sans lui dire. Il lui a piqué. Et il lui amène en korban au Mishkan. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Ah non, c'est interdit. Merci beaucoup de me le préciser. Alors franchement, c'est comme si j'avais volé quelque chose du supermarché et après je vous sers à manger. Je n'avais pas besoin de la Torah pour le dire. C'est éthique. Vous êtes bien d'accord? Alors pourquoi la Torah, elle vient me le préciser? Parce qu'elle me dit, sache qu'il y a des gens qui peuvent être dans le déni, qui vont par exemple faire des arnaques et dire non, mais dans un cas comme ça, on a le droit. Qui vont mal agir et qui vont dire non, non, mais ils vont trouver en fait un système pour que ce qu'ils font, ça soit cohérent avec certains principes. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre avec ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Je pense A et je fais B et ce n'est pas cohérent, ça ne marche pas. Donc, il faut absolument que je trouve un système pour que ce que je fais et ce que je prône, d'une façon ou d'une autre, ça marche ensemble. La Torah te dit, fais attention, ne te mens pas à toi-même, ne sois pas dans le déni. Tu as fait une faute, ce n'est pas grave, tu peux rectifier. D'ailleurs, tu as un malaise par rapport à cette faute-là. Comment on dit malaise en hébreu? On dit boucha. Boucha, c'est j'ai honte de ce que j'ai fait, je n'ai pas été à la hauteur. Bosh, c'est les mêmes lettres que chauve. Chauve, c'est quoi? C'est teshuva. Le petit malaise qu'on a, il est très positif. Puisqu'en fait, c'est quoi? C'est un moteur de changement. Donc, aïe, 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 je sens que je n'ai pas été à la hauteur quand je lui ai répondu comme ça à cette fille-là. Mais écoute, je ne vais pas maintenant inventer un système du style non, mais elle, ce qu'elle m'a fait il y a 2 ans, ce n'était pas très bien et donc elle le mérite bien. Reconnais. On fait tout ça, hein. Je me m'inclus dans le lot. Hein. Non, reconnais. D'accord? Il faut appeler une erreur, un défaut, un défaut. Qu'est-ce qu'il dit Rav Dessler? Il dit il y a des gens qui lancent la flèche et après ils font la cible autour. Et il dit je les mets dans le milieu. Non, avoue que tu t'es trompé, c'est pas grave, entraîne-toi, tu vas y arriver. On est d'accord? Ok. Maintenant, celui qui va nous donner le secret de la bonne humilité, celle qui est liée justement au self-esteem, vous étiez étonnés, mais vous allez voir, tout va s'éclaircir. C'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu Vaish, Moshe Anav Mikol Adam Asher Alpne Adama. C'était l'être le plus humble que la terre ait porté. Ça veut dire dans toute l'histoire de l'humanité, tu ne trouveras jamais aussi humble que Moshe. En même temps, très bizarre, parce que Moshe, nous dit Rav Pinkus, il avait des qualités de folie. D'abord, il était très beau. Très, très, très beau. À côté de ça, Ryan Gosling peut aller se cacher. C'est bon, je suis toujours dans le coup ou pas? Ceux qui sont dans le coup, je sais pas, Ryan Gosling. Avant, je disais Georges Clooney, on me disait non, mais c'est fini, Georges Clooney. En plus, il est casé, laisse tomber. Donc, non, alors j'ai changé. Donc, une bombe atomique. Moshe était très, très beau. Deuxièmement, il était très riche. Vous savez, parce que lui, il a hérité d'un immense diamant qui s'appelle le Centre Perion. Il était multimilliardaire. Et troisièmement, il était Einstein, il pouvait se cacher à côté. Hyper intelligent.
Il nous dit, Rav Pinkus, est-ce que tu crois que Moshe, il avait conscience de ses qualités? Oui. Il avait ultra conscience de ses qualités. Ne crois pas que l'humilité, c'est de dire que tu es petite alors que tu es grande. Moshe Rabbeinu, il savait très bien qui il était. D'ailleurs, il était le leader du peuple juif. Mais tu peux leader sans avoir confiance en toi. Donc, Moshe, il avait conscience de ses qualités, il avait confiance en lui. Et à part ça, il savait qu'il était tzaddik. Il savait qu'il était tzaddik. Il savait qu'il était au top. Là, tu dis, mais je comprends rien. C'est quoi l'humilité dont on nous parle alors? Comment ça marche? Alors, écoutez bien. Il nous dit comme ça, Rav Pinkus, c'est très simple. Tu sais comment il se considérait, Moshe? Imagine un miroir. Ok, le miroir, il est là, il reflète rien. Arrive le mélange de Ryan Gosling avec Einstein, avec Bill Gates. D'accord? Et ce fameux monsieur doté de plein de qualités se met devant le miroir. Tout d'un coup, le miroir, waouh, je suis beau. Le miroir, il ne se dit pas, je suis beau. Il se dit, je reflète quelqu'un de beau. Ben, Moshe, c'était pareil. Il dit, j'ai plein de qualités. Je reflète les qualités qu'Akadosh Baruch Hu a mis en moi. Donc, certes, à la fin, ça donne quelqu'un de bien, ça donne quelqu'un de beau, mais je ne fais que refléter ce que j'ai reçu en cadeau. D'ailleurs, regardez comment on dit en français. On dit quoi? On dit « j'ai des dons ». J'ai un don pour la peinture, j'ai un don pour parler en public, j'ai un don pour l'écoute, j'ai un don pour l'organisation, j'ai un don pour la créativité. J'ai un don. C'est-à-dire quoi? J'ai un don, mais qui c'est qui m'a donné? Ben, c'est lui. Maintenant, il faut que j'en fasse quelque chose. Comme quand tu fais un don à une association, c'est pas pour qu'elle s'enrichisse, c'est pour qu'après elle donne en retour. Ben, c'est pareil. Lui, il m'a donné des dons pour que moi, je les utilise en retour. Et si je les utilise pour me pavaner, je ressemble à quoi? Je ressemble à un artiste à qui on a donné, par exemple, une très belle palette de peinture, beaucoup de toiles et beaucoup de choses super. Et il est là comme ça, il se pavane avec sa palette. Mais, oh, fais une peinture, va au boulot, va travailler. On t'a pas donné ça pour qu'après tu te la racontes. C'est pareil. Hachem nous a mis des qualités, mais pas pour qu'on se la raconte, pour qu'on les utilise. Et c'est un exercice à faire. Je ne sais pas si c'est un exercice que tu fais en coaching, mais c'est la base. La base, la base. Me dire à Volbeu, si tu veux commencer en spiritualité ou en coaching, c'est pareil, tu dois commencer avec un exercice. C'est quoi cet exercice? Écris 10 qualités sur toi. C'est la base. Tu ne peux pas affronter la vie. Alors, j'adore parce que j'ai le 10. Alors, je vais vous raconter une histoire avec justement avec Esther Lemel. On a fait quelques fois cet exercice. On a réuni comme ça des jeunes femmes. Allez, maintenant, petit exercice. Chacune écrit 10 qualités sur un papier. Vous n'avez même pas besoin de les montrer. Vous savez comment elles étaient? Torturées. Genre, attendez, comment je vais faire? Ah, il y en a une qui dit à sa copine, non, mais tu crois que si je dis que je suis forte en maths, c'est de l'orgueil? Alors, je vais vous dire encore mieux que ça. Ça me fait rire que vous dites, que vous rigoliez quand je dis 10. Parce qu'en vérité, nous disent nos sages que toutes les femmes, elles descendent de Chava, d'accord? Et Chava, Dieu, c'est écrit dans le Midrash, il l'a doté de 24 beaux bijoux. C'est quoi, nous disent nos sages? 24 belles midotes. 24 qualités intrinsèques qu'on a, quoi qu'il en soit, en nous. Peu importe notre nationalité, notre background, qu'on vient d'une famille religieuse, ça ne change rien du tout. Quoi qu'il, no matter what, j'ai 24 qualités en moi. Donc, je suis sympa quand je dis que 10. Vous êtes d'accord? Donc, c'est ça. Je constate et j'exploite. Et j'assume ma génialité. C'est ça le programme, en fait. Et pareil, ça nous donne aussi un secret dans l'éducation. Si un enfant, il vient et nous dit maman, j'ai même pas eu besoin de réviser mon contrôle de maths, les doigts dans le nez, j'ai eu 100 sur 100 sans avoir besoin de réviser. Il y en a qui, chaque enfant a ses facultés, il y en a qui sont comme ça. Il ne faut pas lui dire waouh, bravo mon fils. Ah, super, c'est bien que tu saches que tu es fort en maths. Mais qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Tu vas aider les autres enfants qui n'ont pas les mêmes facultés que toi? Ah oui, je n'avais pas pensé. Ouais, maman, je suis hyper fort, regarde, j'ai des muscles.
Super. Tu vas pouvoir maintenant défendre tes petits camarades qui se font embêter à la cour de récré. Ah oui, j'y ai pas pensé. C'est hyper important. Hyper important. Pourquoi? Donc, de connaître ses qualités et de les assumer parce qu'il faut avoir conscience d'une chose. Le monde a besoin de nous. Peu importe qu'on soit, entre guillemets, on a l'impression d'être une petite influenceuse ou une plus grande influenceuse, la zone d'influence qu'on a, on doit absolument l'assumer. Je ne peux pas dire non, mais moi, je sais quoi, je sais rien faire. Je n'ai pas le droit. C'est un gâchis. Le monde a besoin de moi. Et là où Dieu m'a mis, c'est là ma zone d'influence. Vous savez, c'est comme par exemple, imaginez le monde, c'est plein de rouages. Des grandes roues comme ça, et des moyennes roues et des petites roues. Imaginez, il y en a une qui est petite roue. Ah non, mais moi, à côté de la grande rabbinite Intel, de la grande donatrice Intel, de la grande conférencière Intel, moi, je ne fais rien. Alors moi, je suis la petite roue. D'accord? J'arrête de tourner. Mais là, du coup, c'est tout le mécanisme qui s'arrête. C'est pour ça qu'on dit pourquoi c'est très important de fêter notre anniversaire. Vous savez qu'avant, c'est bientôt, 21 mars. Gros stuff. Vous savez que jusqu'au Rabbi de Lubavitch, ça n'avait pas très bonne... ça se faisait pas trop de fêter notre anniversaire dans le judaïsme. Pourquoi? Parce que à la base, le premier qui fêtait dans la Torah, c'était Pharaon. Alors du coup, on s'est dit, ah non, on ne veut pas apprendre les mauvaises habitudes des Réchaïm, donc on ne va pas fêter notre anniversaire. Arrive le Rabbi Lubavitch, il a dit, il faut fêter l'anniversaire. Pourquoi? Parce que je dois fêter le jour où Hachem a dit que le monde ne peut pas tourner sans moi. Et il a envoyé Maneshama sur terre. Et moi, je vais rester là comme ça, les bras croisés, mais non, il faut que je m'y mette. Vous êtes d'accord? Il faut qu'on s'y mette. On n'a pas le choix. Sachant que, en remèze, en allusion à ça, du fait que Dieu attend de nous une mission qui est totalement unique, qui est faite sur mesure, et bien Dieu nous a créé modèle sur mesure, modèle unique. Comment je le sais, ça? Eh bien, il nous l'a mis en allusion dans notre corps. Quand on arrive au passeport, là, aux États-Unis, qu'est-ce qu'on fait? On met nos fingerprints, on met nos empreintes digitales. Imaginez-vous qu'ils ont une base de données de peut-être, je sais pas, 2 milliards de personnes. Et la mienne, elle est unique. Et il te dit, ah, c'est bon, je t'ai bien reconnu. Ouais. Moi, mon doigt, mais j'avais l'impression que c'était le même doigt que tout le monde. Mais non, il est unique. Pareil pour ton iris. Oh, j'ai des yeux marrons. Mais non, tu as un œil qui est unique. Akadosh Baruch Hu nous a mis ça à l'intérieur de nous. Tu es unique. Pour que, justement, on ait comme message qu'on doit assumer notre rôle unique et qu'il n'y a personne d'autre pour nous remplacer. Je n'ai pas d'intérim. Impossible. C'est moi qui dois assumer mon rôle. D'accord? Alors, ça, c'est la base. C'est la base. On ne doit jamais toucher au self-esteem. Jamais. Une personne, nous dit la Torah, de façon intrinsèque, elle est tova, elle est bonne. D'ailleurs, encore une fois, on le voit dans la paracha. Dans la paracha, on nous dit, imaginons que quelqu'un ne veut pas amener un korban alors que c'est quelque chose qu'il est obligé d'amener. Alors, on peut lui faire toutes sortes de pressions jusqu'à ce qu'il amène et à la fin, le korban, il est kasher. Et là, tu dis, ah bon, quand même, il ne voulait pas vraiment. Si. De façon intrinsèque, il voulait faire le bien, mais il avait toutes sortes de résistances qui l'empêchaient de faire ça. Et donc, on l'a aidé en fait à sortir son propre ratson, sa propre volonté. Mais une personne de façon intrinsèque, elle est tova, elle est bonne. Et elle nous dit la rabbinite Sylvia Tokoczynski, tous les matins, on doit se regarder dans le miroir et se dire, je suis une bonne personne. Parce que la vie fait qu'on a tendance à l'oublier, qu'on a tendance à se flageller. C'est ça la vraie galoute, elle nous dit. Donc, tous les matins, même ton portable, il est d'accord avec moi. Tous les matins, vous mettez cette petite musique devant le miroir. Je suis une bonne personne. D'accord? Et, alors, je vais vous faire encore mieux. Alors là, vous allez vous évanouir. Vous allez vous évanouir. Même mes défauts sont en fait des qualités cachées. Oh! Alors là, vraiment, vous avez bien fait de venir ce matin. Bon point.
Bingo. Ça veut dire que même les défauts sont des qualités cachées. Comment on dit en hébreu? D'ailleurs, sachez que le mot défaut n'existe pas en hébreu. Ah bon? Bah non. Les hébraïsantes. Vous savez que l'hébreu, c'est le Lachon HaKodesh. C'est le langage avec lequel Hachem a créé le monde. D'accord? Et bien dedans, il n'y a pas de mot défaut. Parce que les défauts n'existent pas. Et là, vous dites, ah, mais si, je peux te donner complètement les défauts de mon mari, les défauts de... Non, mais je peux te les donner. En hébreu, on ne parle pas de défaut. On parle de mida. C'est quoi mida? Ça veut dire trait de caractère, mais ça veut aussi dire taille. D'accord? Par exemple, small, extra small, c'est une mida. D'accord? Pourquoi trait de caractère? Et taille, bah, ça veut dire la même chose. Je vais vous expliquer. C'est très facile. Regardez, imaginez une petite réglette comme ça. D'accord? Un petit... une réglette. Vous avez au milieu la spontanéité, un peu à gauche. C'est pas la spontanéité, c'est une belle qualité. Celle qui va vous dire allô, qu'est-ce que tu fais? Je passe en bas de chez Zara dans un quart d'heure, on va se faire un petit sushi, après on va chez Zara. Tu dis oh là là, quel kiff cette copine là, c'est génial. Ouais. Donc, spontanéité, bonne qualité. À côté, pondéré. Pondéré, c'est le mari qui va dire à sa femme écoute, ma femme, voilà, notre enfant vient de naître, je pense qu'il faut déjà lui faire un compte d'épargne et tout. Et là, tu dis oh, waouh, alors lui, il est classe, tu vois, il prévoit un événement, c'est bien. Ouais, Ashkenaz. La copine tunisienne et le mari Ashkenaz. Donc, on est d'accord, on a la spontanéité, le côté pondéré, qui sont en fait deux qualités, on va dire, un peu opposées, d'accord, qui sont sur la même réglette. Tout à gauche, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai impulsivité. Et là, tu dis, ah, non, franchement, la copine impulsive, c'est celle qui va te charrier et qui arrive pas qui se moque de toi devant tout le monde, après qui fait oups, j'ai fait une petite boulette. Là, tu dis, mais tu aurais dû réfléchir un peu plus. D'accord? Donc, ça, c'est spontanéité poussée à l'extrême, ça s'appelle impulsivité. De l'autre côté de ma réglette, j'ai quoi? Alors, on avait dit pondérer. Pondérer, ça donne quoi? Quelqu'un de très hésitant. Écoute, je ne sais pas si on va se lancer dans ce mortgage parce que tu sais, la vie est difficile et donc, et c'est celui qui met 3 ans à demander sa fiancée en mariage. Hésitant. Alors là, ça ne marche plus. Donc en fait, je n'ai que des qualités, mais parfois, elles ne sont pas bien mesurées. C'est tout. Est-ce que ça veut dire que je vais jeter tout à la poubelle? Mais non, c'est comme si j'ai un device, je l'ai en hébreu, en français, comment dire, un appareil électronique, et je veux le jeter. Et le technicien me dit, mais non, madame, c'est juste une question de réglage. C'est tout. Donc, imaginons que je suis très nerveuse, ben, je suis quelqu'un de très vivante, hein? Et des fois, ce côté vivant s'exprime de façon mal placée. Encore une fois, je ne dois surtout pas détruire mon self-esteem, sinon je me tue. Pas au sens physique, mais au sens nafshi, au sens psychologique. Et c'est pareil pour les époux. Ça, c'est un truc que j'adore faire avec les jeunes mariés. Ça, je te conseille de le faire, c'est génial. J'y prends les 10 défauts. Tu te rappelles? On prend les 10 défauts, c'était ma cala. 10 défauts de ton époux. Ah bon? Ah bah, c'est intéressant ça, comme un de cala, dis donc. Eh bien, j'étais après le lunch. Alors, qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris à faire la liste de tes 10 défauts. J'ai dit, regarde maintenant. Alors, il y en a une, elle me dit, écoute, franchement, il est un peu en plan-plan. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu as cherché chez lui quand tu l'as épousé? J'ai cherché quelqu'un de posé, quelqu'un qui n'est pas fêtard, tu vois, quelqu'un qui est rangé, quelqu'un... Je sais pas, tu vois, il a le défaut de ses qualités. Et on enchaîne. Ouais, je trouve qu'il passe quand même beaucoup de temps avec sa mère au téléphone, tous les jours, une demi-heure au téléphone par jour. C'est beaucoup quand même. Je dis, pourquoi tu l'as épousé? Je trouve qu'il a le sens de la famille, le respect des parents. Puis tu vois, si c'est un bon fils, ça sera sûrement un bon père. Je dis, c'est très bien, parce que justement, les défauts que tu trouves sont exactement les raisons pour lesquelles tu l'as épousé. Mazal tov. Donc, on a le devoir de tout réinterpréter positivement.
J'ai un enfant qui est très nerveux. Sachez qu'en général, c'est les enfants qui ont le sens de la justice. C'est les enfants hyper sensibles. D'accord? Moi, j'ai fait 1 an de zoothérapie. D'accord? On va caresser des animaux, on va voir les perroquets. Voilà. Pendant 1 an avec mon fils. À la fin, elle me fait il est hyper sensible. Je dis ah merci, je ne savais pas. Mais ça l'a canalisé. Et c'est comme ça qu'on doit traiter un trait de caractère. Il faut toujours, surtout en tant que parent, on doit toujours trouver le versant positif. Il y a toujours, vous avez compris, le versant négatif de tout trait de caractère. Quelqu'un qui est généreux, par exemple, c'est génial. Mais imagine une femme, elle est tellement généreuse que du coup, elle met tout le temps ses copines au resto, elle fait tout le temps des trucs, elle est là, et à la fin, et le compte en banque, il est où là? Vous avez compris? Donc, moi, je dois tout réinterpréter positivement. Et notamment en tant que parent, sachez que le regard que je porte sur mon enfant, c'est ça qui va fixer la réalité. Si tu dis non, mais attends, il faut être lucide, il est complètement désorganisé. Non, si tu le vois comme quelqu'un de créatif, par exemple, c'est que les créatifs en général aussi, ils sont très désorganisés parce qu'ils ont besoin d'être désorganisés pour être créés pour créer. Non, mais c'est vrai. Si tu le vois comme ça, alors c'est ça qui va se passer. Donc la vraie lucidité, c'est quoi? C'est de comprendre que c'est moi qui fixe l'avenir grâce au regard que je porte au présent. C'est ça la seule vérité. C'est ça le vrai émettre. D'accord? Et donc ça nous demande en permanence d'essayer de chercher le positif chez les personnes qui nous entourent. C'est pareil aussi entre mari et femme. Quand je garde mon regard valorisant sur mon époux, c'est ça qui va le tirer vers le haut. Ce n'est pas en le cassant que du coup, je vais l'aider à changer quoi que ce soit. Vous êtes bien d'accord? D'accord. Donc, c'est très, très important. Et tout à l'heure, on a dit que Korban, c'était Krav, c'était les combats de la vie. En vérité, c'est très important de fêter nos victoires. Très important de dire aujourd'hui, j'ai réussi à surmonter. Aujourd'hui, j'ai réussi je vais vous donner par exemple un exemple. Je me suis retrouvée dans une situation où j'étais face à quelqu'un et j'avais, je vous le dis, on est entre nous, enfin, on est entre nous, oui, bon, c'est pas grave. Je pense qu'il faut partager les choses qui nous viennent. J'ai commencé à avoir de la jalousie. D'accord? Peu importe ce que cette personne avait que je n'avais pas, mais la jalousie monte, 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 monte. Je sors de chez elle, je me dis, ok, il faut que je trouve un moyen. J'ai passé 1 heure vraiment à me dire, ok, elle a ça, mais c'est mieux pour elle. Et moi, c'est que cette chose-là, je ne dois pas l'avoir. Et comme ça, j'ai passé du temps. À la fin, j'ai réussi à enlever ma jalousie. Qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? J'ai appelé une copine, j'ai dit, allô, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'étais hyper jalouse. Et bien, j'ai réussi à surmonter ma jalousie. Elle me regarde, ok, d'accord. J'ai besoin de partager. On a besoin de fêter nos victoires. Et c'est vrai pour tout. J'ai réussi à ne pas m'énerver. J'ai réussi à me prendre en main. J'ai réussi à... Il faut être fier de soi. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je ne suis pas fière de moi, je ne capitalise pas mes victoires. Et ma victoire, elle va se dilapider. C'est même encore pire que ça. Je vais vous donner un exemple. Avec le régime. D'accord? Imaginons que je suis au régime. Je vais à un mariage. À la fin, ils sortent les gâteaux. Et là, je dis non. Et je suis forte. Et je rentre chez moi et je n'ai pas été fière de moi d'avoir tenu ma ligne directrice. Qu'est-ce que je me dis? J'aurais dû prendre les gâteaux, j'aurais dû prendre la mousse au chocolat, j'aurais dû l'éclair au chocolat. Pourquoi je ne l'ai pas goûté? La tarte au frais. Et je vais me coucher comme ça. Comment je vais me réveiller le lendemain? Je vais sortir tout ce qu'il y a dans le frigo, je vais tout manger. Pareil, quelqu'un me dit une remarque désagréable en public. Et moi, je fais preuve de tenue et de retenue. Et je dis rien. Et je rentre chez moi. Au lieu de célébrer cette victoire, qu'est-ce que je fais? J'aurais dû lui dire ça. Et j'aurais dû lui dire ça. Et pourquoi je me suis tue? Et la prochaine fois. La prochaine fois, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va rien me faire et c'est moi qui vais lui sauter dessus. Vous avez compris? Donc, ma victoire, parce que je ne l'ai pas capitalisée, en fait, c'est un tremplin pour un prochain échec.
hyper important d'être fier de nous. Vous voyez que Moshe Rabbeinu n'était pas fier de lui, Moshe Rabbeinu était hyper fier de lui. C'est fondamental. Dis-toi, va te coucher le soir, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Et dis-le. Dis-le toi à toi-même. Et je te jure, si vous appelez une copine pour me dire, ça peut paraître un peu, un peu marrant, mais on a besoin. Et je vous assure, la femme m'a dit, écoute, ça me fait du bien ce que tu me dis. Parce que moi, je ne l'aurais pas forcément relevé, mais c'est une victoire. D'accord? Donc, on a besoin de ça. Je vais vous dire une dernière idée, mais elle est fondamentale. Pourquoi on a besoin de ça? Vous connaissez ce qu'on appelle l'effet Pygmalion? L'effet Pygmalion, c'est quoi? En gros, c'est le cercle vertueux de la focalisation positive ou le cercle vertueux de la focalisation négative. Je vous la fais en très très court. C'est dans nos écrits, c'est dans notre Torah. Eux, ils l'ont trouvé, je sais pas, il y a... Voilà. Non, mais il faut regarder, c'est fondamental. J'ai une mauvaise image de moi. D'accord? Donc, par exemple, je suis distraite. D'abord, on n'a pas le droit de dire je suis distraite. Tu peux dire j'ai oublié mes clés, mais pas je suis distraite. Vous avez compris maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, on va dire que 10 fois par an, elle oublie ses clés. Non, mais ça veut dire que quoi? Que 355 fois, elle s'en est souvenue. Oh! Mais il faut fêter ses victoires, vous avez compris maintenant? Maintenant, elle ne fête pas ses victoires, elle est focalisée sur les 10 fois, elle a oublié ses clés. D'accord? Alors, du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va influencer son comportement. Parce que quand j'ai une mauvaise image de moi, je me dis je suis distraite, inconsciemment, je vais encore plus oublier mes clés. À chaque fois que du coup, elle oublie ses clés, elle dit, tu vois, ça confirme que je suis distraite. Donc, j'alimente mon image personnelle négative. Donc, du coup, ça influence encore plus mon comportement et je deviens encore plus distraite que ce que je m'étais décidée de l'être à la base. Maintenant, si je me focalise sur les 355 fois où elle n'a pas oublié ses clés, ah bah tu vois, ça doit être une erreur. Là, j'ai pas oublié, ça doit être une erreur. J'occulte. Mais vous vous rendez compte ce qu'on est capable de faire? À l'inverse, si je décide que, tu vois quand même, je fais des efforts 355 fois dans l'année, je n'ai pas oublié mes clés, ce qui montre d'ailleurs que ça m'importe. Donc, c'est pas vrai que je suis distraite. Parce que si la preuve que je ne suis pas distraite, c'est que ça me dérange. On est bien d'accord. Donc, je me focalise sur toutes les... Aujourd'hui, je n'ai pas oublié mes clés. Aujourd'hui, je n'ai pas oublié mes clés. Et j'alimente mon estime de moi. J'alimente. Et donc, ça influence mon comportement positivement. L'effet Pygmalion. D'accord? Donc, ça, c'est fondamental. Comprenez que les corbanes de notre vie, version 2022, c'est toutes nos petites victoires. En vérité, c'est même tous nos petits combats avec les échecs qui vont avec parce que c'est un package inéluctable. D'accord? Sur 10 expériences, il y a 9 fois où je vais foirer et une où je vais réussir. Et c'est sur celle-là qu'il faut mettre la lumière. Ça, c'est quoi? Ça, c'est grave. Et on a dit, ça va donner Karev. Karev, c'est quoi? Pourquoi on a amené des sacrifices dans le Mishkan? Pour être plus proche de Dieu. Qu'est-ce que ça va faire chez moi quand je vais célébrer mes victoires, quand je vais être fière de moi, quand je vais connaître mes qualités, je vais assumer ma génialité et je vais me rendre utile pour le monde? Je vais être plus proche de Dieu qui est en moi. C'est quoi Dieu qui est en moi? C'est ma neshama. Le divin qui est en moi. Karev. D'accord? Alors sachez, Bezrat Hashem, vraiment tirer le meilleur de tous vos combats, de toutes vos réussites et que, voilà, Bezrat Hashem, on avance avec un bon self-esteem et sachez que Moshe Rabbeinu, avec le temps, eh bien, il a développé une lumière sur le monde. Il était tellement lumineux, Moshe Rabbeinu, du fait de son humilité, nous disent nos sages, qu'il y avait une lumière tellement puissante qu'à la fin de sa vie, il devait mettre un voile pour qu'on puisse lui parler. Alors, c'est vrai pour l'humilité. Quand on arrive à trouver sa place, alors on devient un être lumineux. Celle qui va absolument mettre la lumière sur elle, en vérité, c'est celle où la lumière, elle va s'occulter au fur et à mesure. C'est ceux qui cherchent à se mettre en avant. Oh, à la fin, tu as compris. Par contre, celle qui trouve sa place, qui sait parler quand elle doit parler, qui sait se taire quand elle doit se taire, qui sait écouter, qui sait trouver sa place, alors elle, tu vois sa lumière qui grandit, et au fur et à mesure, tu te dis, waouh,
qu'est-ce que cette personne, elle est lumineuse. Alors, Mizrat Hashem, je nous souhaite de répandre beaucoup, beaucoup de lumière autour de nous. Merci beaucoup.